J'ai peint des tableaux qui n'existent pas et que je voudrais voir. L'imagination se nourrit d'images le long du chemin. Voici quelques itinéraires du mien. Malvina, ma mère. Moi, à 5 ans. C'était mes grands-tantes, mes arrière-grands-tantes. Préparé pour le bal de Sarajevo, mon oncle Božidar. Mon oncle et ma tante Spiro Ukropina, préparé pour le bal de Port Saïd. C'est l'être qui se ressemble le plus de tous les êtres que j'ai jamais connus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'elle fasse
en laquelle je ne la reconnais pas elle-même, c'est-à-dire un être, un être unique, voilà. Elle se ressemble. Elle est vraiment très unique et extrêmement identifiable. Voilà. Identifiable dans chacun de ses gestes et dans chacun de ses comportements. Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Elle ne devrait pas s'en rendre compte puisqu'elle est comme ça. Mais il y a quelque chose en elle qui s'en rend compte parfois. Par exemple, j'étais toujours frappé que, au fond, ça l'irrite un peu d'être connue, par exemple, comme peintre. Elle a toujours refusé, si tu veux, cette étiquette-là. Pour elle, elle est Léonore, dont une des activités principales est de peindre. Mais elle ne considère pas, si tu veux, la peinture comme une profession. Non. La peinture est un de ces comportements qu'il exprime, bien sûr, mais ce n'est qu'un de ces comportements. Elle m'a donné rendez-vous à la Quadriennale de Rome. C'était une grande exposition qui avait lieu tous les 4 ans, une exposition d'art moderne. Elle m'avait donné rendez-vous devant un tableau d'un ami commun que je connaissais déjà, qui s'appelait Fabrizio Clerici, un peintre qui est resté notre ami, un grand peintre. Et le tableau s'appelait Le Minotaure accusé par sa mère. Et bon, je me suis dirigé vers ce tableau, j'étais tout à fait à l'heure. Et devant le tableau, j'ai senti comme une espèce de colonne presque solide, mais enfin, comme presque matérielle de parfum. Et c'était un parfum très très fort que j'ai trouvé très très bon. Et j'ai suivi la trace de ce parfum, parce que Léonore était sans doute arrivée avant moi. Enfin, après j'ai su qu'elle était arrivée avant moi. Et j'ai traversé la trace de ce parfum, et j'ai vu une grande femme habillée en noir, et enfin, je n'avais absolument aucun doute que c'était elle. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu vois un dessin que j'ai fait, parce qu'autrement, tu ne vas jamais croire que je l'ai fait sans te connaître. Et donc, je suis rentré avec elle, et ce dessin, d'ailleurs, il est toujours accroché là. Maintenant, il n'est pas accroché là parce que, bon, on a préparé les tableaux pour l'exposition du musée du Luxembourg, mais je vais vous le montrer. Et en effet, j'ai vu ce dessin qui alors me ressemblait d'une façon tout à fait frappante à cet âge. Et elle m'a donné ce dessin, et ça fait donc 35 ans, il y a 35 ans. Et nous ne nous sommes plus jamais quittés. En somme, Léonore, tu as su dessiner avant de savoir écrire. Bien sûr, mais tu sais, tous les enfants dessinent. Même pour tenir tranquille les enfants, et même moi spécialement, ma mère m'a apporté des crayons de toutes les couleurs et des papiers. Et j'ai dessiné beaucoup toute la journée avec ferveur. Mais la différence avec les autres enfants est qu'à un certain moment, ils s'arrêtent de dessiner parce qu'ils commencent à devenir trop conscients et trop lucides et ils voient des images, des choses qui sont dessinées beaucoup plus parfaitement. Donc, et ils ont une espèce d'admiration, intimidation. Mais justement, lorsqu'il y a une passion comme moi, ça ne m'a pas intimidé. Au contraire, plus je voyais des images, plus j'avais envie de dessiner et de peindre. Non, le danger ne t'arrêtait pas, le danger du modèle ne t'arrêtait pas. Non, le danger extérieur, l'idée d'avoir peur de me tromper ne me frôlait pas. Je n'avais pas un sens, déjà enfant, de devoir social, tu comprends? Je crois que ça arrête les enfants.
Ça arrête les enfants autour de 12-13 ans en général. Ils pensent que le dessin, c'est une vacance. Lorsque j'étais enfant, j'aimais les images que je pouvais trouver sur une boîte allumette, sur une boîte de poudre, partout. Et j'aimais, par exemple, les images saintes qui tenaient le bon dans les boîtes à chaussures. Ça m'amusait beaucoup de regarder ça. Mais en même temps, comme je vivais dans un milieu qu'on appelle cultivé, j'avais à ma disposition beaucoup de livres sur l'art. Mais lorsqu'on est très jeune, on confond. Alors j'aimais regarder les peintures anciennes, comme j'aimais regarder toutes ces images qui étaient aussi des images populaires. Et tout ça peut nourrir l'imagination. Et voici mes premières toiles, peintes à la sortie de mon enfance, encore à Trieste, ville qui a joué certainement un rôle dans ma vie. Je suis née à Buenos Aires, mais comme ma mère ne supportait pas le caractère dominateur et hyper masculin de mon père, qui était d'origine moitié italienne, moitié espagnole, et elle n'a pas pu supporter, donc elle m'a amenée dans cette patrie civilisée qui était Trieste. Trieste, où il y avait vraiment tout ce qu'on voulait. Et je me souviens même d'un ami, d'un homme qui était très important en Italie, parce qu'il connaissait tout. Il avait, un jour, il m'a dit, en marchant dans un quartier populaire de Trieste qui s'appelait San Giacomo, j'ai dit, j'aime beaucoup ce quartier, parce qu'il est un peu en pente. Et il est très intéressant comme disposition de maison. Et il m'a dit, tu sais, ça rappelle un peu Paris. Alors je lui ai dit, tu crois que j'aimerais Paris? Tu aimeras Paris plus que tout. Et même tu voudras vivre là. Il m'a dit ça comme une prophétie. Comme une prophétie. Oui. C'est une ville qui est à la charnière du monde germanique, du monde slave et du monde italien. Ça, et puis enfin, c'est une ville extraordinairement mélangée. C'est une ville, encore maintenant, de plus musicale de l'Italie. Oui. Et Trieste avait en plus tous ces Hintergrund de Vienne. Donc ils avaient un amour pour tous ces musiciens comme Mahler, comme Wolf, comme tous les autres. Et ma famille spécialement, mon oncle avait un harmonium et tous les jeudis, il y avait un violoniste et un joueur de viola. Il y avait un concert familial. Des concerts, oui. Alors, moi, ça m'embêtait, j'étais trop petite. L'ange de l'anatomie. Petit sphinx ermite. Le bout du monde. Je suis arrivée à Paris et c'est Max Ernst qui m'a amené chez Breton, dans le fameux café de la rue Blanche. J'étais très amusée de voir toutes ces personnes, mais je n'ai jamais rompu avec eux.
Je m'en suis juste éloignée. J'exposais une ou deux fois avec eux. Mais sans le sentiment de leur appartenir. D'ailleurs, le mot appartenir ne me plaît jamais. Non, non, mais Breton, il a été agacé par moi, par le fait que je n'étais pas obéissante. Voilà. Mais au commencement, il était au contraire ébloui et amusé. Je me souviens même que je suis allée la première fois chez lui avec Cartier-Bresson, qui avait vu que je faisais des dessins très bizarres, qui n'étaient pas des dessins, disons, rationnels, qui étaient comme des formes bizarres. Et nous sommes allés chez Breton. Et là, lui, il m'a dit, mais il ne faut pas dessiner ça sur du papier quadrillé, voyons. Parce que je dessinais là n'importe où, moi. Il semblait presque gaspiller le talent, en quelque Si, sorte. je trouvais que c'était tout à coup pas respectueux. Soudainement, j'ai eu envie de bouger la peinture. Il fallait un autre courage, disons, quand Léonore était très jeune, de refuser, disons, les courants d'avant-garde qui pourtant n'avaient aucun secret pour elle. Je veux dire, tous les artistes d'avant-garde étaient ses amis. Elle aurait pu faire une carrière d'avant-garde parfaite si elle avait voulu faire une carrière. Mais l'idée de faire une carrière ne lui est jamais traversée par la tête. L'idée d'une carrière pour elle serait presque une chose humiliante, parce qu'elle n'a cultivé que son être. Sommeil dans un jardin. Comme être humain, elle est très ancienne. Elle appartient à une humanité ancienne. Et c'est pour ça qu'elle est très très mal à l'aise. Je veux dire, elle n'est pas du tout atteinte par cette espèce de bruit, voilà, de bruit que fait la société contemporaine. Elle est très indemne de ça, très très indemne. Colloque minéral. L'abreuvoir de nuit. La toilette inutile. Le talent, c'est difficile à définir. D'où sort le talent?
Moi, je crois que c'est une chose qui sort d'une sorte de révolte, d'une sorte de besoin de s'affirmer très fort. Les aquarelles sont pour moi une sorte de vacances. Après avoir peint au chevalet, qui est une chose très sévère, presque une guillotine pour moi, les aquarelles sont une grande liberté. Et je les utilisais toujours comme presque comme un repos. Les aquarelles sortent avec une grande spontanéité. Et ça m'amuse beaucoup parce que c'est dans le sens le plus opposé que la peinture, que je fais toujours avec beaucoup d'ordre et en faisant bien attention, très lucide. Tandis que l'aquarelle, j'aime beaucoup éclabousser. Et cette aqua, l'eau, aquarelle, était toujours une chose qui me fascinait. Là aussi, pour revenir à l'enfance, pour me tenir tranquille, on me donnait une cuvette pour que je reste des heures à mettre les mains dedans et éclabousser tout autour. Ça me plaisait beaucoup. Et ce sens m'est resté tel que, et lorsque j'ai aquarelle, je ne sais pas bien ce que je vais faire. Les tâches même me suggèrent ce que ça va être, cette image. L'eau me fait des blagues à moi. Elle fait ce qu'elle veut. Et alors, il y a une lutte entre moi et l'eau. Je le frappe. J'essaye de la conduire. L'eau s'échappe. Alors, je la frappe, je la guette. J'essaye de la rendre obéissante. Et puis, les désobéissances de l'eau me forment des choses qui me plaisent. Et voilà une chevelure qui se forme. Et voilà des lambeaux. Et voilà, tout à coup, quelque chose de très langoureux qui convient à certains visages. Alors je la rattrape, je la transforme, ça devient une fille très pâle. C'est très intéressant parce que pendant une aquarelle, il y a comme ça une foule de personnages ou de formes qui apparaissent et que finalement on choisit à la fin et qu'on domine avec une certaine méfiance. Et le mot aquarelle est très beau, aqua, petit eau, aquarelle. J'aime le visage et je n'ai rien contre la beauté d'un visage. Mais si on regarde bien, sans préjuger, le visage que je peignais, ils n'ont pas une joliesse toujours plaisante et toujours gracieuse. Il y a souvent quelques fourmillements ou quelques petits éclairs, même dans ces beaux visages, d'interrogation angoissée ou de mélancolie. Lorsque je les regarde, je pense c'est curieux qu'on m'a reproché ça. Évidemment, ce sont des visages, ce sont des têtes humaines. Après le visage, il y a aussi le portrait.
La ressemblance est un don tout particulier, en dehors de la qualité de la peinture. Bien sûr, c'est mieux s'il y en a. Et voici Jean Genet, Giacomo Duberti, Enrico Colombotto Rosso. Et lorsque je faisais des cours de théâtre, que je rentrais très fatiguée, souvent agacée, parce que lorsqu'on travaille dans le théâtre, il y a tellement d'éléments qui se croisent. J'arrivais fatiguée, je me couchais, et les chats venaient près de moi. Et c'était une merveille. C'était comme une espèce de grande couverture calme, comme une aurore à l'envers, une merveille. Ceci, c'est la chambre de Stanislao. Stanislao Lepri, une personne extraordinaire que j'ai connue dans les années 40. Il était alors consul. Et après, il était quelque temps secrétaire d'ambassade, mais comme il avait beaucoup de talent et que j'avais beaucoup stimulé son talent de peintre, il finit par quitter cette carrière qui, au fond, l'embêtait, qui n'était pas très indiquée pour lui. C'était un homme qui avait énormément d'imagination, énormément de talent. Et ce qu'on appelait sa modestie, c'était plutôt un retrait et une petite dose de misanthropie, de ne pas avoir le plaisir de trop de contact. Mais il était un ami extraordinaire, un homme avec des qualités humaines particulières et très frappantes et aussi très enthousiasmantes. Il pouvait susciter de grandes amitiés, même si lui était assez réservé. Mais avec nous, moi et notre autre ami, Jelensky, il était très ouvert et très enrichissant comme présence. Et il avait ce sort que j'aime beaucoup. Il était resté à beaucoup de goût enfantin. Il avait un sens du jeu. Il aimait aussi beaucoup les chats, il aimait aussi beaucoup les chiens. Et puis, il avait une imagination très particulière, mais naturellement, sa technique en peinture, elle est un peu proche de la mienne, malgré qu'il a tout à fait un autre monde. Et finalement, même la technique, si on regarde bien, elle était très différente. Et dans ces tableaux, les animaux revenaient souvent. Et après, c'était, les dernières dizaines d'années, c'était vraiment une espèce de mythologie du rhinocéros qui apparaissait toujours. Et lorsque j'ai vu le rhinocéros dans La Nave Va, film que j'aime énormément, quand même j'ai pensé que les peintures de Stanislao avaient un peu impressionné Fellini. Nous avons commencé ça en Corse, lorsqu'on trouvait des cailloux très noirs, qui sont probablement une ligue de basalte et de fluorine, parce qu'ils n'étaient pas tous complètement noirs. Et alors, sur cette matière qui était très lisse, on pouvait très bien peindre. Et lui, il a fait des choses très gracieuses et très amusantes, et ça lui faisait plaisir de faire ça. Et il avait un côté enjoué aussi, et il faisait aussi des peintures drôles.
j'aime les chats parce que pour moi, c'est un élément calmant, un élément harmonieux. Et je sais parfaitement quel type d'humain aime les chats et ceux qui ne les aiment pas. En général, ce sont les solitaires, les rebelles, les gens qui sont dans une situation d'une façon ou de l'autre de solitude, qui aiment les chats. Et quelquefois, ils nous regardent dans le visage, ils nous scrutent. C'est très, très impressionnant même. Lorsque on imagine un paradis, on imagine un calme et une douceur. Et ils peuvent donner cette sensation. Je pense que dans une espèce de jeu, on peut imaginer qu'ils disent, comme nous disons, j'aime les chats, et qu'ils disent, j'aime les humains. À travers l'amour des chats, si tu veux, je sens l'extrême sérieux de Léonore et là où les choses lui importent, et aussi l'extraordinaire amour de la vie. Ils sont extrêmement individués, très différents l'un de l'autre, et ils ont de telles qualités, de tels talents aussi, qu'on pourrait avoir des rapports encore plus riches avec eux. Mais il faut pour ça avoir du temps. Et nous sommes tous des personnes occupées. Mais je peux dire qu'il y a une grande différence entre chaque individu, mais que par exemple pour apprendre les mots, c'est absolument incroyable comme ils apprennent les mots. Il y avait une personne qui servait leur dîner ou leur déjeuner. Elle était habituée aux enfants et elle disait toujours « à table ». Alors, il faut maintenant ces mots les dire très doucement. Il faut dire « à table » pour nous. Autrement, ils viennent. De tous les côtés arrivent les chats dès qu'ils entendent les mots « à table ». Et ils connaissent beaucoup de mots, beaucoup. Naturellement, moi, je pense que toutes les autodafés et toutes les choses liées à la sorcière, les chats étaient terriblement liés à la femme, à l'essence féminine. Et ça venait de la religion. Et on voyait dans les chats comme une espèce de continuation de ce qu'ils appelaient les péchés. Et alors, il y a eu toutes ces histoires de chats et toutes ces célébrations de chats, comme il y a chez les poètes, que ce soit Baudelaire, que ce soit Mallarmé, que ce soit des poètes allemands. Il y a toujours une célébration du chat et une espèce d'amour extraordinaire pour l'essence même du chat. Et il a toujours deux faces parce qu'en même temps, dans le romantisme, il y a aussi des histoires un peu terrifiantes où il y a toujours le chat, comme dans Edgar Poe, ou comme dans certaines histoires de vampires où ils sont souvent accompagnés du chat. Jacques Audiberti a écrit le sabbat ressuscité pour mes sorcières. Je m'aperçois qu'ils connaissent leurs noms absolument. Et naturellement, leurs noms, chez moi au moins, ne sont pas gratuits. Ils ne s'appellent pas Mimi, Titi et tous ces noms que j'entends. Non, par exemple, ils ont des noms qui sont inspirés par leur beauté, par leur aspect, et aussi par leur caractère. Ce n'est pas possible d'échanger les noms. Je ne peux pas appeler Musidor tout à coup Baphomet. Baphomet a son nom, elle le reconnaît. Beauty? Beauty? Cincinnato? Musidor?
Beauty. Musidor. Cincinato. Venez. Beauty. 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 Oui? Non, elle n'est pas là. Vous pouvez essayer demain matin. Merci. Et alors, je dessine toujours avec des encres de différentes couleurs ou avec des crayons colorés. Et ça, c'est des dessins que je fais surtout en téléphonant, lorsque mon téléphone, lorsque même je m'embête à entendre les discours des autres, dans les carnets du téléphone. Et lorsque je téléphone, c'est encore mieux, parce que alors je fais quand même attention à ce qu'on me dit. Et la main s'amuse à dessiner, à colorer. Je ne me suis jamais un seul moment ennuyé avec Léonore. Léonore, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'ennui. Et elle n'a absolument besoin d'aucune distraction. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait aussi peu besoin d'être stimulé par l'extérieur. Les gardiennes. Souvent, j'aime changer. Par exemple, certains de mes dessins sont des dessins très linéaires, très simples. Il se passe aussi que tout à coup, j'ai envie de changer complètement et de faire des dessins qui sont pour l'œil du profane et pour les habitudes simplistes du langage, qui peuvent dire c'est beaucoup plus abstrait. Pour moi, ils ne sont pas abstraits, mais je peux vous les montrer. Et d'ailleurs, je m'amuse aussi
à écrire des petits textes qui vont avec ces dessins. Par exemple, celui-là. Vous voyez bien ces deux personnages un peu horribles qui piétinent des tableaux. Et les textes comme ça. Ceux-là piétinent les toiles des maîtres chanteurs. De ces toiles, ils se sont fait des culottes adhérentes très hygiéniques pour des journées particulièrement rigides. À ce moment-là, on les appelle entre autres marchands de tableaux. C'est exactement la période de la mue. L'escarpolette. Les enfants justiciers. Proserpine ou les enfants substitués. Ada et l'oracle. Les mutantes. Avant de s'endormir. Il y a encore un poème qui peut-être vous amusera. C'est nostalgique parce que c'est vraiment ce que j'aurais voulu que ça arrive. Ma fortune, je l'ai trouvée dans la tuyauterie de la chasse d'eau. Bien sûr, c'est une chance. Quelle humiliation pour ceux qui la trouvent dans les prix, dans la célébrité. Il doit être pénible de voir célébrer quelqu'un qui porte le propre nom et qui n'est même pas leur double. La panthère. C'est encore toi, Armida. 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 Léonore a un côté très théâtral, mais elle est sa propre spectatrice. Je veux dire, le théâtre qu'elle fait, elle le fait pour elle-même. Elle est un peu la spectatrice de son être, d'un être, si tu veux, magnifié. Elle s'amuse de voir comment elle fonctionne magnifiée, comme une espèce d'être qu'elle n'est peut-être pas, mais qu'elle aime. Il y avait un temps, par exemple, où, dans les premières années, quand nous sommes arrivés à Paris, nous sortions assez souvent, nous allions comme ça à des fêtes, des choses comme ça, mais ça n'avait rien de ce qu'on appelle mondain chez Léonore, absolument rien. Elle est d'ailleurs la personne la moins mondaine et la moins sociable qu'on puisse imaginer. Mais elle aimait de la même façon que si on se déguise, et si on veut se magnifier soi-même par des masques, ou même par des robes extraordinaires, des choses comme ça. Enfin, elle est très narcissique, bien sûr. Et c'est comme une espèce, je ne sais pas, je pense que les samouraïs devaient s'habiller comme ça, ou les toréadors. Elle a une espèce de chose où elle se transforme elle-même. Elle a une faculté de se revitaliser et de s'électriser qui est absolument confondante. Il lui suffit, je ne sais pas, de 10 minutes, parce que je veux dire, c'est la personne qui passe le moins de temps comment on dit, à s'arranger,
que j'ai jamais connu. Tout ça est fait extrêmement vite. Elle se maquille très très vite, mais on sent que c'est comme une espèce d'habit de lumière qu'elle met pour affronter l'extérieur. Ce soir-là, j'ai fait une véritable rencontre. Dans ma peinture, il y a des périodes claires et des périodes sombres. Par exemple, la peinture claire qui tracasse beaucoup de monde, c'est vrai qu'elle est née en Corse où il y avait une lumière extraordinaire. Et la première peinture claire que j'ai faite, c'est l'Eliodora, qui est très lumineuse. Et après, j'ai fait des peintures claires. Et pour les peintures claires, en général, les thèmes sont toujours des thèmes un peu ironiques, un peu paradoxaux, et toujours transposés, et toujours un peu distants, comme sont toutes les autres peintures. Mais là, les gens se croient obligés de ne pas vouloir admettre ça. Puisque c'est clair, ils pensent qu'ils peuvent mieux comprendre. C'est pas vrai. Ou ils comprennent ou ils ne comprennent pas. Dans les périodes claires, il y a toujours des thèmes. Et des thèmes où il y a une espèce de célébration, une espèce de mythe développé presque à rebours, parce que c'est ironique. Le tableau qui s'appelle l'essayage, c'est une énorme femme qui sûrement s'embête à mort de faire des essayages. En dessous de cette femme, c'est moi, bien sûr. Cette femme tient les bras en arrière, comme une condamnée. Elle ne fait un essayage, c'est une chose horrible. Mais c'est aussi une cérémonie. À côté d'elle, il y a des filles avec des épingles. Et lorsqu'on essaye une robe, on met beaucoup d'épingles qui piquent souvent et qui agacent. Il y a aussi une naine. Et la naine, c'est toujours l'ouvrière un peu plus basse qui n'a pas d'autre fonction que de tenir la pelote des épingles. Il y a aussi un personnage plus dans l'ombre, qui sont toujours des personnages autant agaçants. Et en même temps, ces tableaux représentent ce qu'il y a de lourd pour la féminité. Cette espèce de devoir d'apparence, de théâtre, qu'on exige aux femmes. Il y a un autre tableau qui à certains fait même peur. Mais qu'est-ce qui ne fait pas peur? Ce tableau s'appelle L'orphelin de Velletri. Là, qu'est-ce qu'on voit? Une petite fille qui regarde un vase, qui était un vase de Tiffany que j'avais, que les gens ont cassé. Et dans ce vase de Tiffany, j'ai mis un petit enfant qui n'a pas l'air très heureux là-dedans. Il a plutôt l'air embarrassé, inquiet, parce que c'est difficile de sortir d'un vase. Et sur le moment, j'ai pensé qu'évidemment, c'est la curiosité des enfants pour la naissance. Mais je ne me rappelais pas un vrai fait de mon naissance qui est peut-être, je dis peut-être, parce que derrière chaque tableau, il y a plusieurs éléments, plusieurs thèmes, plusieurs même des conflits avant qu'une chose apparaisse clairement. Et souvent, l'auteur ne peut pas le trouver. Et même s'il le trouve, c'est peut-être encore autre chose. Il se peut que ce soit un souvenir qui est transformé et apparu dans ce tableau. Mais ce tableau est quand même clair. Parce que la petite fille est claire. Et la petite fille, peut-être, elle a compris. D'autres tableaux clairs. J'essaie de me rappeler. Certains tableaux de trains sont clairs. L'Arbo avait dit « Je suis ta course vers Vienne et Budapest, mêlant ta voix à tes 100 000 voix, ô harmonica Zug. »
les femmes sont comme ça, des êtres qui, chez moi, apparaissent souvent sous la forme de femmes, probablement parce que je suis une femme. Et l'être, la présence humaine se présente souvent à moi comme une femme. La frise des fêtes, la tenebrosa, ce dessin illustre un poème de Juan Piñeiro qui s'appelle Passion. Je suis ton esclave, tu es mon maître. Au moins une fois, laisse-moi t'embrasser. Toi, et toi seul, tu me fais regretter que je suis condamné à disparaître. Ne me quitte pas, tu es mon berger et je suis l'agneau qui vient de naître. Ne fuis pas, je ne serai pas un traître. Je ne demande pas grand-chose, te regarder. C'est comme une espèce je ne sais pas, de courant de vie, voilà. Un grand courant de vie auquel, bien entendu, participent aussi les chats. Et les chats, ça donne une vitalité comme ça, calme et douce, mais certaine, à chaque instant. Dimanche après-midi. Lorsque les parents sont sortis, seuls dans la maison, les enfants inventent leur paradis. Je dessine à cette table où il y a un cachemire. Mais le cachemire ne reprend que vaguement tous les autres dessins qui sont dans cette chambre. Je parle de dessins de meubles. Mais les meubles qui sont ici sont tous ou Gallet, ou Majorelle, ou Guimard. Et ce sont des meubles qui me sont
très chers et qui sont précieux et qui sont devenus mes amis depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. Ce n'est pas exactement Majorelle égalé que je pouvais trouver dans le ghetto de Trieste, mais lorsque j'avais 13-14 ans, j'allais dans ce ghetto chez les brocanteurs et j'achetais des cendriers, des petits pupitres, des assiettes, tout avec des motifs floraux. D'ailleurs, ce mot floral, c'est le nom des modern styles ou des styles liberty, comme on veut l'appeler, mais en Italie, on l'appelle style floréal. Naturellement, plus tard, même à Paris, lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je me suis acheté soit une chaise, soit une étagère de cette époque. Lorsque j'ai commencé à dessiner, je dessinais avec une rigueur extraordinaire. Je prenais des crayons très durs et aussi des pointes d'argent. Je faisais des dessins très accomplis, très travaillés, ce que j'ai quitté maintenant. Maintenant, lorsque je dessine, j'ai besoin d'une grande liberté. Et les dessins sont la chose qui sort de soi-même comme un fil continuel et souvent on croit ne pas les contrôler, mais ils sont contrôlés par notre inconscient, souvent, parce que mes dessins, lorsque je les regarde une fois que je les ai exécutés, sont toujours justes, dans le sens juste de composition et juste de parallélisme, lorsqu'il y a plusieurs ensembles. Et c'est même une chose qui m'étonne. Et lorsque je dessinais en Corse comme ça, tous ces ensembles de dessins qui sont dans les livres qui s'appellent Fêtes secrètes, il y avait un ami à côté de moi qui était très surpris comme j'ai dessiné vite. Et comme les dessins avaient une vie immédiate. Fêtes secrètes. Federico, va a dormire. Anna Magnani, la très grande actrice de cinéma de 7 ans. All right. Cameras. Les auteurs de cinéma que je préfère sont ceux que j'appelle visionnaires. Stroheim, par exemple, Orson Welles, Pabst. Mizoguchi. Et ces auteurs-là ont le sens de la transposition totale. J'aime aussi de façon différente Freaks de Ted Browning, Dracula, où pourtant derrière la bizarrerie et les comiques peut-être involontaires, il y a des instants vraiment tragiques, même dans l'expression de Bela Lugosi. Lorsqu'on les regarde très souvent, on remarque ces choses. Ce sont des instants, mais ils sont là. I am Dracula. J'aime les films mythiques. Et dans les films mythiques, je mettrai aussi les films comiques, surtout ceux de Buster Keaton. Certains Chaplin.
I'm wiggling both my ears. Parmi les films de Welsh, je citerai Citizen Kane, bien sûr, Some kind of a man. La soif du mal, où Marlène Brune est plus belle que jamais. What does it matter what you say about people? J'aime La nuit du chasseur, qui est un film mythique aussi, émouvant, bouleversant. Sur un autre plan, j'aime aussi Clute, de Alan Pakula. J'aime La chambre verte de Truffaut. J'aime Gloria de Cassavetes. J'ai beaucoup aimé Shining de Kubrick. Le magnifique Satyajit Ray. Entre tous, Fellini, il transpose tellement, même si les sujets sont terribles, bouleversants, comme en vérité La vie de Casanova, ou comme même Les Satyricon. Tout est tellement transformé, et tout est tellement transfiguré, que ces films sont pour moi extrêmement toniques. Et c'est ça qui me plaît chez les cinéastes visionnaires. J'aime beaucoup Fellini lui-même. Et j'aime beaucoup ses films, beaucoup, surtout certains. J'aime beaucoup Casanova. Et j'aime beaucoup La nave va. Et lorsque j'aime quelque chose, surtout les films et même les livres, j'aime les voir ou les regarder ou les lire plusieurs fois. Je préfère lire un livre que j'aime 10 fois que m'intéresser à trop de livres. Ainsi pour les films. Et j'ai vu beaucoup de fois Casanova et j'ai vu beaucoup de fois La nave va. Je le sais presque par cœur. Et ce que j'aime beaucoup dans Fellini, qu'on sent dans chacune de ces images une sorte de présence complète. On sent les êtres qu'il présente avec leur ambiguïté, leur contraste. Et c'est ça qui est très extraordinaire dans lui. Et qu'il sait filmer de façon que la chose n'est jamais présentée comme une chose à demi gratuite, comme souvent dans les cinémas. Les personnages sont très riches. Il y a derrière eux toujours d'autres coulisses. Et c'est ça la vérité de Fellini. En plus de son génie, de savoir composer, de savoir éclairer, et que ça, on peut le remarquer facilement. Mais tous ces films sont pour moi très nourrissants et très salubres. Et il a aussi ce côté qui me plaît, que même les films les plus tragiques ne laissent pas une sensation de tristesse en sortant de ce film. Il y a seulement une acuité extraordinaire dans son observation. Et même s'il décrit des choses qui peuvent apparemment être tristes, il les désaffecte. Il sait les présenter de façon qu'en regardant ça, on n'est pas appauvri, on n'est pas humilié, on n'est pas dégoûté de l'humanité, mais c'est plutôt des choses très positives. Il a ça en lui. Fruit de la passion. Mais ça, moi, je ne fais pas dire je fais du dessin avec humour, parce que c'est... Non, je veux dire, ils sont souvent, les dessins sont souvent faits avec un esprit joueur, un esprit presque de guet-apens, un esprit de surprise, un esprit de masque de fête. Oui, il y a quelquefois des éléments de lutte, mais ce sont des luttes étranges qui rappellent beaucoup les luttes des insectes.
Lorsque j'étais enfant, je voyais toujours dans les salons une gravure de Franz von Stuck qui représentait une femme opulente nue qui tenait un grand serpent entre les jambes. Et en dessous, il y avait écrit Die Sinnlichkeit. Alors je demandais qu'est-ce que ça veut dire, Die Sinnlichkeit. On me répondait la sensualité. Alors, qu'est-ce que c'est la sensualité? On me répondait Die Sinnlichkeit. C'est comme ça que les enfants deviennent méfiants. Rasch, 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 meine Puppen warten. Ce titre appartient à mon enfance, lorsque vite je voulais courir, joindre les poupées, les jouets, et mademoiselle Fontebasso, ma gouvernante, trop lentement me boutonnait mon tablier. La chambre de Co. Quelquefois, en sortant d'un rêve, à cause de son étrangeté, à cause de ses couleurs, on se dit, enfin moi je me dis, on dirait un tableau de Léonore. Tu prends des choses à tes rêves? À vrai dire, directement non. Les rêves est passif. Et nous sommes passifs dans les rêves. Et dans la création, c'est un mot pompeux, mais je dois utiliser un mot pour définir, nous sommes aussi actifs. C'est-à-dire, même ce que les surréalistes appelaient rêve éveillé, au fond, c'est une approximation. Parce que même ceux qui font l'art brut, ils sont obligés dans la réalité de se mettre assis ou debout près d'un objet, une toile, prendre des couleurs, mélanger un liquide, que ce soit à couleur de n'importe quelle qualité. Mais ça nous tient dans un état d'éveil. Oui. Donc, nous avons instinctivement le sens qui est nécessaire de se surveiller, de surveiller. Mais les rencontres les plus heureuses sont lorsqu'il y a un élément qui est très proche du rêve et qui s'accouple de quelque façon avec ce qui est notre côté conscient, notre direction, disons. J'ai été très nourrie par la peur. Ça veut dire que la peur peut créer des monstres, mais peut créer justement de telles aventures dans le psychisme que ça provoque beaucoup d'imagination. C'est une imagination qui répond à une autre imagination. La nuit inquiète.
Crépuscule du matin. La grange Batelière. Il se passe dans cette rivière souterraine de l'opéra. Sottovoce, nuit profonde. Les anges sont quelquefois vraiment fatigués des apparitions perpétuelles de ces jeunes filles. Ea, elle n'est pas un ange. Legare de Stalieno. Extrême curiosité. Timpetare, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais je pense que grand poisson que les gens disent « Oh, quel beau turbo !» en imaginant qu'on le mange. Mais ce poisson n'est pas à manger. Il est là, le visage dans l'eau, les branchies dans l'eau, donc il est vivant. Mais il y a deux personnages qui le portent. Et en les peignant, mais vraiment les peignant, je me suis rappelé d'un petit livre que j'ai eu lorsque j'étais enfant, qui était de ces livres qu'on faisait en tissu, pour que les enfants ne les déchirent pas trop. Et dans ces livres, il y avait un fameux conte de Grimm. Et dans ce livre, il y avait un petit vers qui disait ça. Timpe, timpe, timpetare, pesce principe del mare, la mia moglie ursulare non è contenta del mio fare. Parce que les poissons, dit pêcheurs,
Ne me tue pas, je suis un prince, je suis le prince de la mer. Et alors, c'est en peignant, presque lorsqu'il était fini, que j'ai eu ce souvenir. Et puis j'ai trouvé aussi la fable de Grimm, et même il y a un vers en allemand qui sonne de façon semblable. Trilby. C'est là qu'on regarde. Retour de voyage 1 et 2. Nebbia. Vision rouge. Soudain la nuit. Mais elle pleure. Je regarde la pagode de Chanteloup. J'aime cette pagode édifiée au nom de la fidélité et de l'amitié. Reflétée dans l'eau, cette amitié est dite donc 2 fois. Le duc de Choiseul avait été exilé par Louis XV. Il s'était alors retiré dans la terre de Chanteloup. Et là, il a voulu cette pagode, érigée pour honorer les amis qui lui étaient restés fidèles. Près du chaussée, il y a la place pour une quarantaine de personnes. Premier étage, il y a la place pour 30 à 35. Après pour 20. Après pour 10. Dernier étage, il y avait la place que pour un ami. J'en suis sûr que celui-là, il était le plus charmant, le plus beau et le plus aimé.
Merci, merci Cincinnato d'être venu me chercher. Là, c'est une dame. Elle est très somptueuse, arrogante probablement. Un jardinier indolent m'a laissé devenir sauvage, envahissante. Les esprits troublés me recherchent pourtant et font avec moi l'amour dans les ruines. Après, on va ensemble, une tisane, sans rien dramatiser. C'est alors qu'apparaissent à nos yeux de très gracieux animaux. Leur nom, je vous le dirai demain, par téléphone. Maintenant, laissez-moi. Le voyage sans amarre. Je l'ai peint très rapidement, ce tableau-là. C'était lors d'un automne qui avait encore des journées très longues. Les amarres n'étaient pas là pour suggérer un arrêt. Il me semblait que ce voyage était là aussi pour protéger, sauvegarder des êtres très différents. Et aussi le monde des animaux, toujours présent, et qui ici prenait l'aspect des oiseaux calmes.